Et heureux de vous présenter aujourd'hui un panel constitué de M. Jean Barbe et M. Bocoté. Ces deux hommes-là sont reconnus dans la société pour leur position idéologique pour le moins différente, sans vouloir dire aux antipodes, parce que ni l'un ni l'autre est extrémiste. Mais je tiens à préciser qu'ils ne sont pas membres du parti non plus, ils sont pas membres d'Option nationale, les deux veulent rester indépendants. Donc c'est organisé par Option nationale de Sherbrooke, mais les conférenciers viennent pour parler de souveraineté du Québec et non d'Option nationale. Donc sans plus tarder, je vous présente le premier participant. Il a participé à la fondation du journal hebdomadaire Voir, dont il a assumé la direction jusqu'en 1992. Il est animateur sur la chaîne MaTV, anciennement Vox, où il pilote l'émission littéraire Tout le monde, tout lu. Puis certains l'ont peut-être connu via son blog Journal Montréal, dont il a été licencié en novembre dernier pour un billet pour le moins controversé. Notre deuxième panéliste est M. Mathieu Bocoté, qui est sociologue et chargé de cours à l'UQAM. C'est bien ça, l'UQAM? Et il est aussi chroniqueur au Journal Montréal, vous l'avez probablement lu. Et il est directeur aussi de l'Institut de recherche sur le Québec. Et il est aussi auteur du livre Fin de cycle et plusieurs autres œuvres, qui pourra sûrement nous parler. Donc, voici un homme qui revendique clairement son conservatisme, Mathieu Bocoté. Ensemble, nous tenterons de comprendre comment se fait-il qu'il y ait des souverainistes à gauche comme à droite, bien qu'ils n'aiment pas se définir comme ça. Tout d'abord, chacun des invités aura une vingtaine, peut-être 25 minutes selon, pour présenter leur idéologie et comment ils sont arrivés à ces positions-là. Donc, je vous invite à applaudir chaleureusement. Monsieur Barbe, comme deuxième lettre de mon famille, donc on va commencer. Merci. Bonjour. Oui, j'ai écrit quelques livres aussi en plus. Pardon, pas mentionné. Quelques années de ma vie ont passé, des romans. Pas important. Mais que je me sois éclairé des blogs du Journal de Montréal, ça c'est important. Ça, c'est une fois dans le... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai osé dire pour qu'on me claire? Remarquez, je suis encore collaborateur du Journal de Montréal. J'ai une chronique le dimanche. Il faut juste pas que je parle de politique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu le culot de dire que le monde est en flammes. J'ai eu le culot de dire que ceux qui se préoccupent d'autre chose que les catastrophes qui nous guettent font le jeu du pouvoir. J'ai eu le culot de dire qu'il me faisait penser à ces prisonniers qui, dans les camps de travail de la Deuxième Guerre mondiale, pour un peu de viande, faisaient la police auprès d'une heure. Pendez-moi. C'est ce que je pense. Profondément. On va parler de droite et de gauche, d'accord. On va parler de souveraineté. Bravo. À l'heure actuelle, même les plus conservatrices des grandes organisations mondiales disent que ce qui nous guette va être catastrophique. Le réchauffement climatique, la montée des eaux, les incroyables différences entre les pauvres et les riches, les maladies, les guerres, la faim. Et la fin de l'agriculture telle que nous la connaissons. En Californie, qui est le grenier de l'Amérique, l'eau qui sert à irriguer les terres vient des glaciers. Or, les glaciers disparaissent. Dans 100 ans, plus de glaciers. Dans 100 ans, plus d'agriculture.
uniforme. C'est dans 100 ans. Ça va, faisons l'indépendance. Mais dans 100 ans, nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants n'auront plus rien à manger. Dans 100 ans, au Québec, nous aurons des maladies comme la malaria, parce que ça remonte tranquillement pas vite. Il neige en Europe, il pleut ici. Les plus conservatrices des organisations mondiales affirment que ça va chier. Un max. Mais pour l'instant, c'est correct, on a vision. Pour l'instant, tout va bien. C'est correct. Si vous voulez penser comme ça, c'est très bien. On peut très très bien dire qu'après nous, le déluge. Ça va. Je ne suis pas capable de penser comme ça. C'est pas de ma faute. Je suis fait de même. Je trouve ça complètement horrible de jouir alors que mes descendants vont crever. La réalité, telle que définie par la plupart des scientifiques au monde, dans 100 ans, sera celle-ci. Montée des eaux, déclassement des populations, des millions et des millions de personnes qui vont chercher où aller, aussi qui vont vouloir aller, pensez-vous, l'Amérique, ici, parce que nous avons le grand privilège d'avoir de l'eau. Cette ressource-là va devenir l'enjeu de la guerre, va devenir l'enjeu des batailles. J'ai l'air complètement science-fictionnel dans ce film. Pensez-vous? Pensez-vous vraiment que c'est la science-fiction? Allez! Moi, là, ce qui ne me rentre pas dans le crâne, là, c'est qu'on puisse parler d'autre chose que de ça. Ce qui ne me rentre pas dans le crâne, c'est qu'on puisse commenter l'actualité politique comme si c'était important. Le PQ, Parti libéral, le CAQ, fuck them! Ils ne font que repousser l'échéance en disant tout va bien, on va créer la croissance. La croissance! Bravo la croissance! Vous savez pourquoi on est rendu où on est rendu? Parce que la croissance est une drogue dure. La croissance repose sur une chose, le pétrole. La croissance repose sur l'idée que nous allons sans cesse développer une économie qui va grandir alors que les ressources d'une planète sont limitées. Ça ne marche juste pas. C'est impossible, même s'il en reste pour 150 ou 200 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, on s'en fout. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas avoir une croissance infinie qui part d'un monde fini. C'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Et on n'en parle pas. On va parler de souveraineté. Parlons-en, si vous voulez, la souveraineté. À quoi ça sert de vouloir être dans sa chambre quand la maison est en flammes? C'est ça qu'il veut, Mathieu. C'est correct. Il y aura ses posters dans sa chambre, mais il va brûler pareil. Je ne suis pas anti-souverainiste, pas du tout. Au cours de ma vie journalistique, j'ai mis des grosses lettres, des oui à des référendums. J'ai voulu, moi aussi, je veux encore un pays. Mais à l'heure actuelle, alors qu'on fait face à des gens qui nient l'urgence, à des gens qui nient le fait que nous vivons sur du temps emprunté et surtout sur la nourriture de nos arrière-petits-enfants. À l'heure actuelle, au moment où nous savons qu'il est absolument de toute urgence de faire
des changements profonds dans nos façons de consommer, de concevoir la société, réfléchir à la souveraineté est un crime contre l'humanité. Souvenir. C'est ça que je pense. Ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre en prison. Ça ne veut pas dire qu'il faut le censurer. Ce que ça veut dire, c'est que je pense fondamentalement que ceux qui réfléchissent et qui poussent autre chose dans les médias, dans les sociétés, dans les réseaux sociaux, dans nos sphères, ceux qui poussent autre chose que l'urgence de changer nos façons de vivre avant qu'il soit absolument trop tard, ceux-là se trompent profondément. On fera un pays sur quelle ruine? On fera un pays, pourquoi? Pour enfermer les frontières afin de se protéger contre tous ceux qui viendront parce qu'ils n'ont plus nulle part où aller. On fera un pays pour défendre quelle culture si on n'a plus rien à manger? C'est pas des blagues, là. Crise du phosphate. Il n'y a plus de phosphate, qui est un engrais naturel important. Il n'y en a plus. Il y en reste pour 30 ans. Les sols, à force d'industrialisation, des cultures industrielles, tu sais, Monsanto et compagnie, là, les sols sont pauvres, n'ont jamais été aussi pauvres. Saviez-vous comment ça se fait qu'on a développé des engrais chimiques? Avant, les gens ramassaient leur caca, puis ils engraissaient leur terre. Et puis, à la Deuxième Guerre mondiale, tous ces fabricants de bombes ont fabriqué des bombes en masse, en masse, en masse, en masse. Puis la guerre s'est terminée, puis on a dit, qu'est-ce qu'on fait avec nos usines? On va faire de l'engrais, parce que c'est le même procédé. Fait que subitement, plus personne prenait le caca de ses vaches, le caca de ses chèvres, le caca de ses moutons pour engraisser sa terre, non. Le caca s'en allait dans une pile de caca, puis on a mis de l'engrais chimique dans la terre. Ce qui a résulté en un appauvrissement extraordinaire des sols. On n'est plus capable de faire pousser de l'agriculture. On n'est plus capable d'en faire pousser assez. Ah, nous autres, on est bien. Nous autres, ici, on est bien. Nous autres, ici, on est parfait. Nous autres, ici, on est riche. Nous autres, ici, on est bon. Nous autres, ici, on est tranquille. Nous autres, ici, on est doux. Et nous autres, ici, on danse sur les tombes des autres. Et bientôt, on dansera sur les tombes de nos enfants. Tout autre choix de discussion est une fuite. Toute autre façon d'aborder le monde est un suicide. Il faut réfléchir à ça, mais on n'en parle pas. Il y a encore des gens au Journal de Montréal, dans lequel j'écris, dans lequel Mathieu écrit, il y a encore des gens au Journal de Montréal qui nient les changements climatiques. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour éviter des millions de morts? Ça va chier. Moi, je vous le dis, il est trop tard. Le Fonds monétaire international le dit, la Banque mondiale le dit, il est trop tard. On sait maintenant que le climat va augmenter d'au moins 4 degrés, peut-être plus. 4 degrés et plus, ça veut dire fonte des glaciers, montée des eaux, des populations entières qui n'ont plus d'endroit où habiter. Ça veut dire des changements dans le climat qui sont catastrophiques, des ouragans à répétition beaucoup plus forts que d'habitude, des modifications du climat qu'on ne peut pas prévoir et qui vont nous mettre les genoux à terre. Ça, on sait ça. C'est déjà là. Tout ce qu'on peut faire, c'est éviter que ça soit 6 ou 7 ou 8 degrés. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de sauver quelques millions de personnes. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas ces millions de personnes-là qui risquent de crever parce que nous, c'est ton bain. Nous autres, c'est ton reste survécu. Et si je peux en sauver quelques milliers en vous parlant,
si je peux en sauver quelques millions en sonnant la cloche d'alarme. Des gens que je connais pas là. Des gens qui sont dans des pays pauvres déjà. 70% d'augmentation de l'épicerie dans les 5 dernières années. 70%. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter du pain existent. Pourquoi vous pensez que le printemps arabe, au Caire, il y a quelques années, crise alimentaire, le pain est trop cher. On ne peut plus manger du pain. On ne peut plus se le payer, même en travaillant. Watch out, les boys, les girls, ça s'en vient ici. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Ils sont en train de serrer la vis auprès de ceux qui n'ont pas grand-chose. Et ceux qui ont beaucoup s'en vont à Monaco ou s'en vont à Sagar, dans des endroits protégés, des vastes espaces préservés. Et dans quelques années, ça sera entouré de gardes. Parce que nous autres, on n'aura pas accès à ça. Tout le reste, toute autre discussion, toute autre considération politique, toute autre village est bête. Comme on dit, les indignés, au début de ce qui a changé le Québec, à l'automne 2011, quelques personnes se sont regroupées au Square Victoria, ont campé et ont dit 1% contrôle tout, 99% se font contrôler. C'est assez. À l'époque, quand c'est arrivé, il n'y avait pas un maudit journaliste au Québec qui osait prononcer le mot capitalisme. Parce que c'était quétaine de dire ça, parce que le capitalisme avait gagné. Le capitalisme était notre réalité. Les indignés se sont incrustés. Ils se sont fait taper dessus, ils se sont fait démembrer leur tente, ils se sont battus. Et surtout, ils ont réussi à allumer 2 ou 3 cloches. Maintenant, on ose dire le mot capitalisme. On ose dire, peut-être que la culture du profit à tout prix, c'est pas la meilleure chose au monde. Peut-être que la croissance, c'est dangereux. C'était pas possible de dire ça il y a 2 ans. Maintenant, celui. Parce que des gens qui ont réussi, en se mettant dans le marbre, à faire changer le discours ambiant. Ensuite, sont arrivés les jeunes fuckés. Ah, les étudiants. Quand laissez le faire les frapper. Ah, ma matraque aime les étudiants. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu tant de bagarres dans les manifestations qui, par ailleurs, étaient en grande partie pacifique? Parce que ce que réclamait une certaine partie des étudiants, peut-être pas vous, mais ce que réclamait une certaine partie des étudiants qui étaient là, qui étaient dans la rue, et d'autres qui les ont accompagnés, comme moi, ce qu'on réclamait, ce n'était pas une question de frais de scolarité. C'était une question de dire pourquoi on est là. On est-tu là pour travailler, puis mettre l'épaule à la roue pour faire rouler la machine. Cette même machine qui nous écrase et qui écrase tout. Et qui va tout écraser. Et qui va tuer des millions de personnes. On est là juste pour ça. Si la réponse est oui, go ahead, allez-y sans moi. Je vais rentrer chez nous. Je vais écrire des romans. Mais si, au fond de vous, il y a une petite parcelle d'humanité qui se préoccupe de ceux qui viendront après, de ceux qui ont faim maintenant, de ceux qui n'ont pas les avantages dont nous bénéficions ici,
si vous avez ça, notre devoir est de dire non. Notre devoir est de réfléchir. Notre devoir n'est pas d'entrer dans le cadre de discussion qui nous est proposé. Parce que le cadre de discussion qui nous est proposé par le PQ, par le PQ, par la CAQ, c'est la reconduite du pareil au même, au bénéfice des mêmes. Changer les choses demande de faire un pas de recul, de sortir de cette discussion et de dire « je la refuse ». Mais Mathieu ne la refuse pas, et c'est à lui. Alors, je résisterai à la tentation de répondre à ce que peut dire Jean Barbe, tout simplement pour répondre à la question qui était posée au conférencier. Mais je ne m'interdirai pas de dire qu'affirmer qu'être en faveur ou militer pour la souveraineté en ce moment, c'est un crime contre l'humanité, c'est une immense sottise, pour ne pas dire une connerie, pour ne pas dire une imbécilité absolue. Mais je ne dirai rien d'autre sur ce qu'il a dit. Pour le reste, ça se discute. Mais dire que la poursuite de la souveraineté, c'est un crime contre l'humanité, Jean Barbe est un homme intelligent. Et lui arrive de dire des choses qui ne le sont pas. C'est tout. Maintenant, on va parler du monde réel, avec ses incomplétudes, avec ses contrastes, avec ses zones. Je sais, Jean, je sais, tu préfères vivre dans un monde parallèle. Bon, alors. Je préférais vivre dans un monde meilleur. Bon, parfait. Moi, non, moi, je veux un monde pire, comme les gens le savent. Alors, on va parler sérieusement un instant. La question posée est la suivante, et c'est une bonne question posée par les gens d'Option nationale. Comment tenir ensemble, pour peu qu'on prenne au sérieux la question de la souveraineté, comment tenir ensemble des gens qui, sur toute une série de questions sociales, économiques, culturelles, ne partagent pas les mêmes visions, ne partagent pas les mêmes priorités, souvent ne partagent pas les mêmes intérêts, comment pour autant tu as droit à 2 soupers, pas 3? Ça, c'est zen. Alors, je suis en train de m'abstraire de la chose. Oui. Alors, comment tenir ensemble des gens qui ne se reconnaissent pas dans le même projet de société, ne se reconnaissent pas dans les mêmes préoccupations idéologiques, ne se reconnaissent pas non plus dans les mêmes choix sociaux? Comment tenir ensemble ces gens qui finalement n'ont rien en commun, sinon une commune fidélité au Québec et une commune adhésion, ou du moins une commune adhésion possible au projet souverainiste? Comment rassembler à l'intérieur du camp souverainiste, comment rassembler, à tout le moins dans un événement référendaire réussi, comment rassembler dans un même camp Éric Duhem et Jean Barbe, comment rassembler Amir Kadir et Lucien Bouchard, comment rassembler Françoise David et Mario Dumont? Cette question n'est pas si absurde que ça, parce qu'en 1995, lors du dernier référendum sur la souveraineté, tous ces gens, malgré leur infinie divergence, ont voté pour le même camp, ont voté pour le même projet, ont voté pour la même option, c'est-à-dire le camp pour le projet d'indépendance du Québec. Comment faire en sorte que la grande famille nationaliste au Québec, qui est évidemment dispersée, comment faire en sorte que tous ceux qui sont sympathiques à l'idée de souveraineté puissent de nouveau se rassembler sous un même drapeau assez longtemps pour être capables de traverser la dernière étape qui nous conduira à l'indépendance, qui nous conduira au pays. Le point de départ de cette réflexion, c'est évidemment le fait que dans tout pays, il y a diversité idéologique. Il y a en France une gauche, il y a une droite, il y a un centre, il y a des extrêmes, et ainsi de suite. Il y a en Allemagne, au Danemark, on a multiplié les pays, partout il y a diversité idéologique. Alors, qu'est-ce qui rassemble ces gens dans ces nombreux pays? C'est qu'au-delà de ces préférences idéologiques distinctes, ils se reconnaissent une même communauté de destin. Ils se reconnaissent un même parcours historique qu'ils veulent prolonger, qu'ils veulent instituer à l'intérieur d'une communauté politique à travers laquelle ils s'autogouvernent, finalement. Alors, on examine ici le fait premier à partir duquel doivent réfléchir les souverainistes. C'est comment rassembler, pour le dire de manière grossière, la gauche et la droite sous un même pavillon, sous un même étendard. Est-ce que c'est encore possible? D'une certaine manière, ça a déjà été fait dans l'histoire du mouvement souverainiste. À plusieurs reprises, dans l'histoire de la quête nationale pour l'indépendance,
des gens sont parvenus à mettre de côté ce qui les opposait sur les questions sociales, économiques et ainsi de suite, au nom d'une vision commune qui s'appelait l'intérêt supérieur du Québec. Pour se tenir dans les limites de la Révolution tranquille, je pense évidemment à 1968, à la fondation du Parti québécois, quand René Lévesque décide de s'allier avec le Ralliement national de Gilles Grégoire. C'est une espèce le Parti québécois, à l'origine, est une coalition authentiquement gauche-droite. C'est le parti qui rassemble le centre-gauche un peu technocratique de René Lévesque au cœur de la Révolution tranquille et une droite nationaliste et conservatrice régionale qui est associée à des figures, je le dis, comme Gilles Grégoire, René Jutras, Jean Garon, Marc-André Bédard et ainsi de suite. Et quelques jours plus tard suivra le RIN qui se dissoudra pour rejoindre le camp souverainiste. Le camp souverainiste de 1968, donc appelons ça quand le projet souverainiste se met en marche vers la conquête du pouvoir, rassemble des conservateurs ultras et des gens qui rêvent à la révolution. Il rassemble des gens qui, à la Jean Garon, disaient « Je veux bien l'indépendance du Québec, mais je ne veux pas d'un État athée », et des gens qui considéraient que l'indépendance devait permettre d'achever la déchristianisation du Québec. Il rassemblait des gens qui espéraient un Québec socialiste et d'autres qui espéraient faire du Québec une espèce de petit laboratoire, une Suisse nord-américaine. Alors qu'est-ce que ces gens-là avaient en commun? Ils avaient en commun une culture, une mémoire, une langue, une appartenance politique. Ils appartenaient à la même nation. Et ils avaient une certitude, c'est qu'au-delà de ce qui peut nous diviser, et Dieu sait que les questions qui nous divisent sont nombreuses, d'abord doit-on s'entendre sur le cadre politique dans lequel se poseront ces questions qui nous divisent. D'abord doit-on s'entendre sur l'espace politique à l'intérieur duquel nous nous diviserons. J'en entends plusieurs chez les souverainistes depuis quelques années. C'est une tentation qui traverse l'histoire du mouvement souverainiste, mais qui est revenu en force ces dernières années, à tout le moins qui est revenu en force dans les années d'après-référendum, dire oui à la souveraineté, mais à condition qu'elle soit accrochée à un projet de société, dit-on souvent. Un projet de société progressiste, altermondialiste, écologiste, féministe, et ainsi de suite. La souveraineté, oui, à condition que la souveraineté soit à gauche. C'est un discours qui est très présent, par exemple, chez Québec solidaire, mais qui n'est pas présent que chez Québec solidaire. C'est un discours qu'on a retrouvé aussi au Parti québécois, soit dit en passant. Surtout dans les années de l'après-référendum, c'était au cœur du programme. On disait la création d'un pays qui sera social-démocrate, écologiste, féministe, altermondialiste, et ainsi de suite. C'était au premier article du programme péquiste. Il y a cette tentation chez plusieurs souverainistes de dire oui à l'indépendance, mais à la manière d'un vecteur pour réaliser ici une utopie sociale, ou à tout le moins pour construire une société différente. C'est une tentation qui revient souvent, et pour plusieurs, c'est la manière aujourd'hui de renouveler le projet souverainiste. Il s'agit, quant à moi, d'une double erreur. D'une erreur stratégique et d'une erreur démocratique. Une erreur stratégique d'abord et avant. Je l'ai dit, j'ai commencé avec ça. Des souverainistes, des électeurs potentiels pour le camp du oui, il y en a dans toutes les strates de la société et il y en a de toutes les allégeances idéologiques, sociales et culturelles. Il y a au Québec des souverainistes à gauche, au centre et à droite. Il y a au Québec des nationalistes au centre, à gauche et à droite. Il y en a dans les classes populaires, il y en a dans la classe moyenne, il y en a dans ce qui nous sert de bourgeoisie. Il y a des souverainistes dans tous les milieux sociaux et de toute allégeance idéologique. Certains nous disent, on va faire l'indépendance et on va faire un pays de gauche, progressiste, social-démocrate. Ce à quoi je répondrais, c'est comment pensez-vous rassembler tous les souverainistes ainsi? Comment pouvez-vous intégrer tous les souverainistes et même élargir le projet à ceux qui ne le sont toujours pas? Si au même moment, vous expliquez à une partie considérable de l'électorat que le pays ne sera pas pour eux. On va faire un pays souverain, mais ce pays, si vous êtes un souverainiste plus conservateur, à la Joseph Facal, à la Lucien Bouchard, ce pays ne sera pas pour vous. Parce que ce pays ne se fonde pas sur des raisons historiques, culturelles, démocratiques, d'autogouvernement et ainsi de suite, non. Ce pays nous appartiendra à nous progressistes, parce que ce sera le pays de gauche. On va même, quelquefois, certains disent, on va encastrer dans la Constitution un tel projet de société progressiste. La Constitution de Québec souverain, c'est une Constitution de gauche. Alors je repose la question, comment rassembler, de ce point de vue, la grande diversité des électeurs du camp du oui, qui ne sont pas tous révolutionnaires, qui ne partagent pas tous une lecture de l'histoire ou des événements ou de la société
qui est celle des mouvements les plus radicaux à gauche comme à droite, soit dit en passant. Des électeurs qui, sur le fond des choses, se sentent appartenir au Québec, se sentent spontanément québécois et de manière très instrumentale canadiens, lorsqu'ils se sentent canadiens, mais qui aujourd'hui, pour mille et une raisons, ne se sentent plus interpellés par ce projet national. Comment réussir à attirer des gens qui votaient Parti québécois hier, qui votent aujourd'hui pour la CAQ, des gens qui votaient Parti québécois hier, qui sont aujourd'hui dans l'abstention, des gens qui votaient pour la souveraineté auparavant et qui disent qu'aujourd'hui elle ne les intéresse plus. Comment les intéresser au projet national si on leur explique finalement que le pays ne sera pas pour eux, que le pays ne transcendra pas la gauche et la droite, mais qu'il appartiendra à un camp idéologique? De la même manière, erreur démocratique. J'aime dire la chose suivante, après l'indépendance du Québec, si elle advient, et Dieu sait que j'espère qu'elle advienne, il y aura des élections. De temps en temps, la gauche va gagner. De temps en temps, la droite va gagner. Chaque fois, il y aura des insatisfaits. Est-ce qu'on doit attendre à ce que l'indépendance soit remise en question? Imaginons, on devient souverain, bon. Et là, par je ne sais quelle raison, Mario Dumont se relance en politique, gagne les élections, c'est pas impensable, il a déjà failli les gagner. Est-ce qu'on imaginerait, et au même moment, au Canada anglais, qui serait simplement le Canada aujourd'hui, le NPD est au pouvoir? C'est pas inimaginable. Est-ce que nos électeurs souverainistes de gauche au Québec diraient « Je ne veux plus la souveraineté, je veux l'élection au Canada parce que le Canada est rendu progressiste et le Québec est devenu conservateur ». Quand la droite française a perdu ses élections en 2012 avec Sarkozy, est-ce qu'elle a demandé l'annexion de la France à l'Allemagne parce qu'elle était gouvernée par Merkel? Non. Ils ont dit qu'on va gagner les prochaines élections en 2017. Autrement dit, un Québec souverain sera une démocratie libérale, une démocratie complète, qui permet une pluralité de points de vue. Quelquefois la gauche gagnera, d'autres fois la droite gagnera, mais il faut éviter d'encastrer dans la Constitution ou dans les institutions une vision particulière du pays. C'est quand même assez singulier cette idée de dire on ne veut la liberté politique qu'à condition d'en faire ce que nous en voulons. Le propre de la liberté politique pour un peuple, ça ne consiste pas à l'accrocher à un projet de société en particulier. Le propre de la liberté politique pour un peuple, c'est la capacité de faire ses propres choix, quels que soient ses choix. Or, j'ai l'impression que chez les souverainistes, on a perdu un peu le sens de cette liberté politique. On a perdu le sens de ce que peut vraiment vouloir dire maître chez nous. C'est-à-dire la capacité de décider pour nous-mêmes de ce qui est bon pour nous et de ne se reconnaître que dans nos propres institutions. Il y a quand même un problème à cette idée que l'indépendance ne serait valable que si elle appartient à la gauche. Notez que je suis aussi sévère envers ceux qui, à droite, nous disent « Je voudrais bien l'indépendance, mais pour l'instant, c'est contrôlé par des gauchistes, syndicalistes, socialistes, étudiants carrés rouges, et ainsi de suite. » Je trouve ça tout aussi aberrant. L'indépendance du Québec ne devrait... Ce n'est pas parce que l'indépendance ne doit pas se faire à gauche qu'elle doit se faire à droite. L'indépendance du Québec, si elle a un sens comme projet politique, doit transcender cette diversité idéologique et en revenir au fondement même qui explique pourquoi il y a une question nationale au Québec. Ces fondements, je l'ai dit, c'est le fait que nous faisons société ensemble, nous partageons un même destin, nous partageons une même expérience historique, nous partageons une même langue, une même culture, nous sommes une nation. Et une nation complète qui en a les moyens devrait normalement s'auto-déterminer. Alors, vous noterez que tout mon propos est centré sur une chose, c'est une discussion interne au mouvement souverainiste. Comment définir le projet que nous présenterons aux Québécois? Il faudrait aussi réapprendre non seulement à se diviser entre souverainistes, mais à retrouver nos raisons communes pour savoir ce dont nous voulons sortir lorsqu'on parle d'une critique du Canada. Il va falloir réapprendre aussi les raisons créatrices, positives de faire l'indépendance du Québec. Mais il va falloir tout aussi, de manière tout aussi vive, redévelopper une critique du régime fédéral. Il y a une raison qui me semble particulièrement valable aujourd'hui de faire l'indépendance du Québec, qui me semble étrangement oubliée dans le discours politique. Le Canada, historiquement, et c'est une de ces choses qu'on peut le plus lui reprocher, le Canada nous fracture intimement, nous fracture intérieurement. Le Québec est une nation complète, est une culture complète. Mais il est divisé en deux ordres politiques qui finalement lui font perdre sa vitalité.
Le Canada nous dit, finalement, à Québec, vous aurez l'enracinement, l'entre-soi, l'identité, la culture. Et à Ottawa, on aura l'ouverture sur le monde, le cosmopolitisme, la diversité, les vents du large. Autrement dit, pour les Québécois qui rêvent d'enracinement, il y a Québec, mais si vous rêvez d'avoir un regard sur le monde, tournez-vous vers le Canada. Le Canada comme porte d'entrée vers le monde. Est-ce qu'on se rend compte à quel point ce discours qui a été un peu contenu pendant la Révolution tranquille, parce que justement, on s'est dit qu'on accéderait au monde à partir de la culture québécoise et non pas contre elle, qu'il ne fallait plus oblitérer la culture québécoise pour accéder au monde, il fallait justement trouver son propre potentiel d'universalisation. Est-ce qu'on se rend compte que cette vision se redéploie aujourd'hui? Et plusieurs nous disent finalement, si on veut rester dans le Canada, c'est que c'est à travers lui qu'on est capable justement d'accéder à la diversité du monde, parce que le Québec en lui-même ne vaut pas la peine. La condition québécoise est un fardeau, la condition québécoise est un boulet dont nous devons nous délivrer justement pour accéder au monde. Je suis persuadé d'une chose, dans toute culture, il y a un pôle enracinement et il y a un pôle d'universalité. Et ces deux pôles, normalement, sont censés se réconcilier. Il y a une tension, mais se réconcilier dans un même ordre politique. Donc une tension créatrice entre ce pôle de l'universalité et ce pôle de l'enracinement. Or, en ce moment, cette tension créatrice est une tension destructrice. Parce que d'un côté, on a le monopole de l'enracinement, du moins dit-on, et de l'autre côté, on a le monopole de l'universalité, du moins dit-on encore. Et ça fait en sorte que ça fracture intimement notre culture et notre identité dans sa capacité, justement, de porter un regard singulier sur le monde. Alors là, j'entre évidemment dans la partie la plus importante, et pourtant, elle ne sera que ma conclusion. Il va falloir redéployer le discours souverainiste pour justement témoigner de cette pertinence absolue qu'est l'idée que le Québec, le peuple québécois, soit capable de se gouverner dans le monde, soit capable de faire ses propres choix, soit capable de décider pour lui-même. Et lorsque ce projet sera défini de manière claire, lorsque par ailleurs les partis souverainistes seront capables d'en arriver à un cadre stratégique raisonnable. Un cadre stratégique raisonnable, ça veut dire qu'on ne veut ni d'un référendum suicide demain matin qui nous ferait reculer considérablement, parce que quand on perd un référendum, on régresse, et qui n'est pas non plus la gestion provinciale ordinaire qui consiste à intérioriser toutes les contraintes de l'ordre canadien et à les retourner contre nous. Lorsqu'on aura de nouveau clarifié les raisons fondamentales qui nous font désirer un pays, et lorsqu'au même moment, on sera capable d'établir un cadre stratégique qui nous rend capable d'agir collectivement, eh bien, je crois qu'à ce moment, le projet souverainiste sortira de l'impasse dans laquelle il se trouve en ce moment, et il se pourrait qu'à ce moment, souverainistes de gauche et de droite se rappellent qu'ils sont d'abord souverainistes avant d'être de gauche et de droite. Pour peu qu'on prenne à cœur la cause nationale, me semble-t-il que la chose première à faire aujourd'hui, ce n'est pas de diviser, de trier les souverainistes entre les bons et les mauvais, entre ceux qui ont le cœur à la bonne place et les autres qui seraient des collabos du patronat ou des collabos de l'ordre dominant. La chose à faire aujourd'hui est de rassembler les souverainistes dans un même projet, dans un même désir du Québec, en rappelant que le Québec n'est pas un fardeau, mais le Québec est notre point d'ancrage sur le monde, en rappelant finalement que l'indépendance n'est pas un dossier parmi d'autres, mais c'est la condition de notre épanouissement comme nation. Je vous remercie.